C'est une nouvelle rubrique, mais ça reste entre nous. Comment vas-tu bien, ami de ma chaîne YouTube? C'est la première d'une nouvelle rubrique que j'appelle « Ça reste entre nous ». Tout un programme. J'espère que tu t'es abonné. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un prince des férias nîmoises, une vraie légende de Nîmes. Nous avons pris le goûter de 16 heures avec chocolat et petits gâteaux. Nous avons parlé passé, présent, futur, corrida, feria, showbiz et nîmois. Alors il a voyagé dans le monde entier, dans le monde du showbiz aussi, a côtoyé les grands comme les petits, et il connaît bien Nîmes et ses Nîmois. Alors il s'est complètement lâché pour nous confier ses sentiments. Dans la vie, il y a des rencontres, des sortes d'évidences où l'on comprend de suite que l'on va devenir amis. Et Jean-Pierre, cette rencontre en fait partie. Alors regardez et écoutez ces révélations. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors je suis avec Jean-Pierre Vidal. Jean-Pierre Vidal, c'est le poète. C'est plus qu'une figure, c'est une légende de Nîmes. Hein, c'est ça, je me trompe pas. Donc le poète, c'est celui qui a créé la bodega du poète, dont tout le monde a entendu parler à Nîmes, bien sûr, ou il y a été au moins, ou on a entendu parler. Alors raconte-nous un petit peu cette période quand même qui était assez fantastique. On est dans les années 80, c'est ça ? 80, oui. Ouais. 80, on appelait ça les époques Bousquet. C'est ça. Voilà, l'époque Jean Bousquet. Et disons que il n'y avait pas ce système-là pour se divertir. Et du fait que moi j'étais très hispanisant et que je faisais les férias espagnoles pratiquement toutes, j'avais amené à Nîmes la bodega avec le système de cassettes qu'il y avait à Séville, mais avec des musiques qui partaient de l'opéra et qui allait jusqu'à Cuba, en faisant effectivement des sévillanes. Ouais. Et moi, je m'étais dit je me disais à cette époque-là, je pense que dans 2 ou 3 ans, on va danser à Nîmes, il y aura bien au moins 200 personnes ou 300 qui danseront la sévillane. Et non seulement, c'est pas 300, mais c'est 7 à 8 000 personnes qui ont dansé la sévillane dans la région. Et maintenant, entre le bas de la France plus le haut de la France, je crois qu'ils sont 50 000 à danser la sévillane en France. Ah, c'est génial. Je ne m'étais pas trompé, quoi. Alors ça a été aussi les années où la jet set est venue en fin de compte. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les anti-corridas qui étaient encore arrivés. Bon, on va pas commencer. Hein. Non. Non, mais il y avait un engouement parce qu'il y avait une dynamique qui s'était imposée parce que Bousquet était un type qui lançait les choses. Il insufflait à la ville des dynamiques qui étaient difficiles à supporter, mais qu'il arrivait quand même à faire supporter. C'était un créateur, c'est pour ça que d'ailleurs il avait fait la fameuse marque Cacharet, et il a fait de la ville de Nîmes un peu dans le même style à travers les connaissances parisiennes qu'il avait, puis il y avait des phénomènes de mode, etc. Alors les gens allaient à l'époque à Cannes, puisqu'il y avait un mois avant la feria, il y avait le festival de Cannes, et il s'arrêtait en remontant sur Nîmes parce qu'effectivement la feria était devenue un peu incontournable. Un peu incontournable voilà. par rapport à ce qui connaissaient. Alors, il y avait des gens vraiment très connus. Il y a eu le mariage de Mourouzi, bien sûr. Mourouzi a lancé le truc, effectivement. Voilà. Alors, il se trouvait que moi, Mourouzi, je le connaissais évidemment avant qu'il vienne se marier, parce qu'à l'époque, moi, j'allais beaucoup à Paris, et je le rencontrais chez Castel, etc. Puis, il avait une personne qui s'appelait Michel Rieussec. Sa maman était de Galargues et c'était son bras droit. Donc à l'époque, il venait souvent dans la région. Il mangeait chez Jean Lafont, qui était le superbe manadier que tout le monde connaissait dans la région. Et moi, j'avais eu l'occasion de le fréquenter à cette époque-là parce que j'étais très ami avec Jean Lafont. Et donc ça a amené un air nouveau, une ambiance nouvelle pour la feria de Nîmes. Ah ouais, génial. Et alors, on va quand même parler un petit peu de corrida quand même, parce que tu vas un petit peu... Moi, je serais d'avis, parce que tu es quand même un spécialiste, on va le dire, il faut le dire. Tu t'y connais quand même bien. Corrida. Voilà. Bon, on n'est jamais très spécialiste dans ce domaine. Non, mais je veux dire, tu es quelqu'un qui fait quand même référence et qui s'y connaît bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport justement à cette
vague, un peu anti-corrida, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Parce qu'il n'y a personne qui en parle, je trouve, vraiment sérieusement. Hein, c'est anachronique. Comment t'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît rien la corrida, par exemple, comment tu l'expliquerais, la corrida? C'est un vague sujet et on ne peut pas le régler en 10 minutes. Oui, bien sûr. La corrida, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il est vrai qu'à l'époque où nous vivons, en 2020, il est très difficile de défendre le système corrida parce qu'il y a la mort d'un animal. Oui. Et donc, ça passe moins bien. C'est vraiment incontournable. La corrida n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas la mort de la bête? On peut dire ça comme ça, quoique au Portugal, on ne tue pas le taureau, mais bon, c'est pas la même histoire, ça n'a pas le même impact comme ça se fait en Espagne ou en France ou en Amérique du Sud. La corrida, il faut effectivement qu'il y ait la mort du taureau dans la corrida. Ce qui n'est pas mauvais, parce que le taureau est élevé pour ça. C'est-à-dire c'est des bêtes qui n'existeraient qu'au travers, enfin qui sont élevées que pour faire la corrida. C'est un animal de combat automatiquement. Si vous arrêtez la corrida, il n'existe plus. Parce que l'animal à l'état sauvage, enfin je veux dire à l'état naturel, non, mais ça reviendrait trop cher d'élever ça pour rien. Oui. C'est pas pour la viande, ça gagnerait pas assez d'argent, etc. C'est pas possible. À mon avis, la corrida est faite pour un spectacle qui soit un combat ou qui soit artistique, mais elle est faite que si on enlève les taureaux de ce combat-là et tout, ben ils n'existent plus. S'il n'y a plus de taureaux, s'il n'y a plus de corrida, pardon, il n'y a plus de taureaux, c'est plus la peine. Une race qui s'éteint. D'accord. C'est-à-dire, si on parle vraiment je ne sais pas comment on peut appeler ça, spectacle. Le spectacle, le protocole, enfin qu'il y a parce qu'il y a quand même des règles dans ce spectacle. C'est pas, je veux dire, ils font pas n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. Chacun le voit à sa manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pour des toreros, artistes, d'autres qui sont pour des toreros un peu plus bagarreurs, des gladiateurs, disons, avec des taureaux plus durs. Oui. Et chacun il tire son profit. C'est-à-dire, moi je suis pour le torero artiste, mais ça ne me dérange pas de voir des toreros beaucoup moins artistes et qui font un combat. Mais bon, la corrida, c'est très complexe. La fission taurine espagnole, il faudrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a tellement de volets d'ouverture et de choses, si vous voulez, incompréhensibles, qu'il faut les expliquer, il faut les analyser, c'est difficile. Et c'est pas incompatible avec le fait qu'on appelle ça un art? Alors l'art tauromachique existe parce qu'il y a des toreros, par exemple, on m'a cité celui actuellement que tous les gens attendent parce que c'est le torero de l'artistique même, il s'appelle Morante de la Puebla. Alors Morante de la Puebla, il fait des passes que personne ne peut faire. Mais comme c'est fait d'une façon naturelle, d'une façon facile, les gens croient que c'est facile de torer. Non, c'est le plus difficile. Ben, c'est comme tout, hein, c'est-à-dire c'est quand justement, quoi qu'on fasse, il faut avoir si on regarde quelqu'un faire et qu'on trouve que c'est facile, ça veut dire que c'est très difficile. Voilà. Mais je donne un exemple que je donne souvent dans les interviews qu'on m'a fait ou à la télé, etc. Il y avait un torero artiste qui venait à Nîmes pour les corridas du matin, qui s'appelait Curro Romero. Et Curro Romero est de Séville, c'est, si vous voulez, le torero artistique même de la région andalouse. Et Curro Romero, un matin à Nîmes, avait été particulièrement mauvais. Parce qu'il était souvent mauvais pour 2-3 fois bon. Mais quand on voyait les 2-3 fois bonnes, on était payé. Mais ça, il faut avoir l'œil de l'aficionado artiste pour le découvrir. Et donc, comme il avait été mauvais, il y avait, si tu veux, il y avait un type qui était sur les gradins et qui avait crié « Curro, tu es mauvais !» Et j'ai mon copain qui est un couriste, qui était amoureux de ce genre de passes, etc., d'artiste, et qui lui dit du tac au tac, il répond « De toute façon, il serait bon, tu le verrais pas. » Et c'est ça le truc. C'est que c'était tellement beau et artistique et tout que c'est facile de torer. D'accord. Et les gens ne le voient pas. Bon, on va conclure un peu, mais on va quand même dire un mot sur il y a la souffrance de la bête quand même. Non, mais elle est évidente. Elle y est, même si elle n'est pas. Enfin, il a 100 moins parce qu'il est pris dans un combat et le taureau est un animal sur le sauvage, etc. La preuve en est, c'est que s'il est particulièrement combatif et tout, il a droit à ce qu'on appelle l'indulto, c'est-à-dire il l'est
Gracié, il est retiré de la corrida et il est un taureau de Simmental. Moi, ça m'a toujours un peu étonné. Donc, ça voudrait dire qu'on peut ne pas passer par par la phase mise à mort et le soigner. Donc après, même s'il a eu des banderilles, même s'il a eu tout ça. Peut-être qu'on peut en arriver là dans les années à venir, mais ça m'étonnerait. Je pense que la corrida va s'éteindre. Elle va s'éteindre parce que il y a plein de choses que la jeunesse ont découvert, et c'est plus dans l'heure du temps, quoi. Ouais. On téléphone à New York avec ça. On a l'Internet. Tu crois qu'il y a la pression quand même maintenant, ça devient une image trop négative. Oui, puis les négatives, et puis les jeunes ont découvert tellement de choses. Puis il faut dire ce qui est, c'est un spectacle qui coûte très cher. Et ça fait un peu ringard d'être aficionado, etc. D'ailleurs, et puis quand la Jet Set joue plus à ça, les autres suivent. Ça a toujours été les hauts qui ont tiré le bas. Mais après, quand ils ne veulent plus jouer les hauts, les gens ne sont pas intéressés. Oui, voilà, ok. Alors, donc, on va revenir quand même au côté festif. Alors, justement, comment tu vois, toi, l'avenir de la feria? Bon, on a vu, tu as dit ce que tu pensais de la corrida, mais le côté festif de la feria, c'est quand même lié aussi à cette corrida, malgré tout. Donc si la corrida disparaît... Le côté festif existe à côté de la corrida. Oui, mais... Comme ça existe en Espagne, il y a toujours des endroits et des lieux où les gens se retrouvent pour faire la fête après la corrida. Tu crois que ça aurait un sens s'il n'y avait plus de corrida? On peut faire la fête sans qu'il y ait corrida. Oui, bien sûr, mais pas dans le cadre de la feria alors. C'est-à-dire que ça cadrerait moins, mais ça peut se faire. Et d'ailleurs, je pense que l'avenir sera plus facilement dans des jeux romains, où ça prend de plus en plus, parce que ce sont des jeux, mais qu'il n'y a pas de mort, il n'y a rien, et puis c'est dans l'air du temps. Puis Nîmes est une ville romaine, c'est la plus grande ville romaine de France, et donc partant de là... Et puis c'est aussi culturel, le tourisme culturel, aussi, enfin culturel si on veut, mais... Et puis ça coûte moins cher de voir des gladiateurs, des faux gladiateurs dans les arènes, que de voir des vrais toreros, quoi. C'est vrai. Bien sûr. Mais il n'y aura pas ce côté jet set qui viendrait... Ah non, ça c'est populaire. Voilà. Bon, c'est pas mauvais non plus. Oui, tout à fait. Mais pour revenir on ne retrouvera plus des bodegas du poète. Il y a eu des beaux dégâts, mais bon, comment vous dire, ça s'épuise un peu, ça. Oui, mais celle du poète, elle était connue parce que justement, il y avait toute cette jet set qui venait. Justement, il y a eu le fait que c'était une des premières. C'était la première festive, disons. Et qui avait effectivement... Située, donc, rue Toumaine, c'est ça? La rue Toumaine, voilà. Oui. Et disons que les gens découvraient. Parce qu'ils ne savaient pas comment on pouvait se divertir autrement qu'à l'époque de boire du pastis. C'était incroyable quand même qu'il fallait réussir, c'était un sacré, comment on dit, tour de main, enfin de amener des gens de la jet set dans une cave. Mais parce que, qui sentaient mauvais, qui faisaient 40, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais si tu veux, ça surprenait les gens parce qu'on pouvait trouver dans cette bodega le préfet des Yvelines, avec l'employé de banque, ils buvaient des coups ensemble. C'était un peu comme, si tu veux, à l'époque, les boîtes chez Castel, où tu avais le disjockey d'Angoulême qui fréquentait Jacques Chazot ou les Rolling Stones. Oui, maintenant on est plus dans la séparation, chacun, il y a des clans, des castes, voilà. L'époque a changé. Ça marche plus comme avant. On peut jeter un petit coup d'œil sur quelques photos, là. J'ai vu que tu as quelques photos sur le... Allez. On peut voir Christian Clavier, Pascal Ricard, Christian Lacroix, Françoise Lacroix et moi-même qui étaient venus faire un déjeuner à la maison pendant la feria. Là, c'est à Paris pour la nuit des Césars au Fouquet's. Ah, mais je la connais. Avec Georges Craven, avec Madame Robert. Voilà, Madame Robert. Clémentine. Ma pomme et Casbah que j'avais amené à l'époque, qui était tricard puisque Bousquet l'avait renvoyé. T'étais un peu proche de Clémentine là, je trouve. Mais oui, faut pas renier les belles choses. Non, t'as raison. Voilà, ça c'est la rencontre avec le pape. Avec le pape non, écoute-moi, c'est pas fameux. Oui, parce qu'à cette époque-là, j'étais fou, donc il fallait que je fasse des choses. Donc j'étais parti à Rome rencontrer le pape. Incroyable. C'est Mourouzi avec mon épouse et son épouse, derrière le bar de la bodega. Mon consuegro, c'est-à-dire
le beau-père de ma fille, qui était vénézuélien, qui a mené à l'époque plein de gens du Venezuela, des ministres et tout. C'était une belle époque. Ah, c'est génial. Ça, c'était une photo avec... Dis-moi son nom. Ben attends. Sur l'esplanade, j'avais monté un cabaret qui s'appelait le cabaret du poète, je sais pas quoi. Voilà. Ah, mais t'arrêtais pas alors Oui, il y avait plein de trucs, c'était sympa. Là, c'était les Gypsy Kings qui n'étaient pas connus et qui venaient à la bodega. Arthur. Ah, Arthur, oui. Il était venu manger ici un jour. Ah, c'est l'histoire du poète, quoi. Les conneries du poète. Ah, tu sais que Arthur, ben, à l'époque là où il avait ses lunettes, justement, il était. J'ai créé la première foire du carreau du Temple avec lui comme animateur. Ah, d'accord. Avec Arthur. Alors, mais tu avais, je crois même que tu avais fait une chanson. Oui, hein. J'avais fait avec les familles des copains de Gypsy King, j'avais fait un livre qui s'appelait La Missa Rociera, où toute la région connaissait, puisque c'était un fameux refrain qui était facile à écouter et à répéter. Olé, 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 olé. Alors cette chanson, j'avais fait... Et tu la chantais? Enfin, non, moi je la chantais pas, mais je l'avais fait chanter par qui étaient les cousins des Gypsy Kings, qui habitaient à Montpellier, équipe de Bayardo, etc. Et moi j'avais copié cette chanson sur un groupe de San Lucas de Barrameda, à côté dans l'Andalousie, à côté de Séville, enfin pas loin de Séville. Et j'avais ramené cette chanson et je l'avais copiée, j'avais fait un disque qui m'a écouté un pognon fou. Ouais. Je l'avais fait, mon copain. Est-ce qu'il t'en avait rapporté quand même? Non, même pas. Même pas, puisque ça m'avait coûté, je crois, 20 patates. J'avais passé l'argent, c'est mon copain Jean-Claude Oreille qui m'avait aidé pour ce genre de... Parce qu'il connaissait beaucoup de monde à Paris. Et on avait fabriqué ce truc. On était passé avec Ardisson, on avait fait le Colaro, etc. Ouais. Et j'ai quand même vendu que 810 parce que je m'appelais Jean-Pierre Vidal, dit le poète, mais je ne m'appelais pas Lederman ou Martinez. Ah oui, voilà. Toujours pareil quand on n'est pas dans le circuit. Quoi. Voilà. Mais c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Alors tu parlais de Séville, donc tu as aussi vécu à Séville? Oui, alors j'ai vécu à Séville un an parce que j'étais dans une boîte qui s'appelait Action Média et qui faisait à l'époque de l'événementiel, de la communication et du relationnel. Et on avait monté une boîte qui s'appelait La Casa del Poète à Séville, où où nous avons reçu 12 000 personnes en un an. J'ai vécu un an à Séville. Ouais. Et cette maison, maintenant, elle s'est transformée en hôtel. C'est en bas c'est dans le bas du barrio de Santa Cruz, qui était très connu. D'accord. Voilà. Et donc tu étais accompagné de ta femme? Ah, mais ma femme a fait toujours le 70% de mon histoire, parce que c'était d'abord une très grande cuisinière. On recevait à la maison 70 personnes. Et elle avait un charisme terrible, tout le monde la connaissait, elle était très simple. Moi j'étais un peu bling-bling à l'époque et je croyais que les gens ne m'aimaient pas justement parce que j'étais très souvent avec des têtes connues. Souvent les toreros, si tu veux, par grâce, par gratitude, enfin, il offrait la mort du taureau à mon épouse. Ouais. C'était sympa. Et donc, ta femme nous a quittés, donc je crois. Hein, pardon, ma femme est morte d'un accident de calèche au Kellar en 2005. Ça va faire 15 ans au mois d'août cette année. Elle est toujours avec toi quand même, hein, ben oui, parce que c'était une grande personne, une belle personne, et en même temps un charisme que je n'avais pas, quoi. Intelligente, cultivée. Moi, je suis un autodidacte complet. Je suis parti à l'école. J'avais 13 ans, comme toi, du reste. Ouais. Et donc, se faire par soi-même et tout, on fait des erreurs, c'est normal, puisqu'on n'a pas eu l'instruction, on n'a pas eu le charisme qu'ont les gens qui font des études, quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Bon, tu es toujours amoureux, alors? Ben oui, mais oui. Oui, l'époque, c'est-à-dire qu'on a... Enfin, moi, je dis on, parce que j'y étais aussi... dans ces époques, on a connu les années 80 et c'est vrai que c'était quand même, il y avait un peu d'insouciance, un peu de... C'était festif. Il y avait de l'argent plus facile.
Oui, voilà, oui, puis l'insouciance pour le dépenser aussi, hein, quand même. Non, mais On avait c'était plus facile. voilà. Là maintenant, les gens qui peuvent se payer une bouteille de champagne de 200, 20, 30 euros, c'est pas possible. Quoi. Ils n'y arriveraient pas. Ouais, Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des gens qui avaient de l'argent, qui jouaient à ça, qui étaient plus jeunes. Ils pouvaient boire du champagne. Et le lendemain, quand on boit du bon champagne, le lendemain, on en reboit. Qu'après, Oui. il y a eu la dégradation. Ouais. Pour faire de l'argent, ils achetaient du mauvais champagne. Le lendemain, les gars, ils étaient malades, ils n'en buvaient plus. C'est clair. Et les mentalités, les choses ont changé. Et on ne peut pas avoir être et avoir été. C'est-à-dire qu'il y a, disons, qu'il y a eu une époque merveilleuse parce que Bousquet avait dynamisé la ville. Et puis ça change et les gens jouent moins à ça, quoi, c'est tout. Comme ils jouent moins à la corrida, comme ils jouent moins à d'autres choses parce qu'ils découvrent autre chose et parce qu'il y a des évolutions. On ne peut pas être tout le temps dans le même jus, dans le même... sinon on se ringardise. Oui, oui, les choses. Et puis de toute façon, c'est comme ça. C'est aussi des modes. Hein, les modes, il y a eu changement, il y a. Voilà. La vie change et on passe à autre chose. Voilà. Maintenant, c'est peut-être. Est-ce que c'était autant alcoolisé? Moi, je trouve que c'est toujours très. Dans les férias nimoises, Ouais. même quand il n'y avait pas Bousquet, on buvait du pastis, on rebuvait du pastis et on recontinuait à boire. Bon, là, on ne boira plus de Ricard, hein, apparemment. Maintenant, si je te mélange. Non, parce qu'avec l'histoire qu'il y a, Non, c'est que Ricard. d'accord. Mais on a toujours eu un mélange à Nîmes de gens qui aimaient bien le pastis, et qui aimaient bien le champagne, qui aimaient bien le vin espagnol, etc. Ça fonctionne moins par rapport à l'économie parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le faire, quoi, c'est tout. Avant, on pouvait faire 4-5 jours de feria, on dépensait de l'argent. Maintenant, c'est difficile. Il y a du chômage, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus le même... Est-ce que tu penses que déjà le fait qu'on ait rétréci l'espace de la feria, c'est-à-dire que maintenant la feria elle se cantonne au boulevard Victor Hugo, à la rue de l'Étoile, enfin c'est assez limité. Alors on essaie de mélanger. Moi j'ai connu, par exemple, pourtant je ne suis pas nîmois d'origine, mais ça fait 30 ans que je suis là, et j'ai connu au début la feria, elle est du Jean Jaurès à l'amiral Courbet. Oui, mais parce qu'il y avait justement une découverte de cette feria qui n'existait pas à Nîmes, puisqu'on était à l'époque au pastis. Et quand Bousquet est arrivé et qu'il avait les moyens de pouvoir faire des cassettes sur l'esplanade, des cassettes sur le boulevard Jean Jaurès, et faire en même temps une dynamique importante comment dirais-je, de produits, comme par exemple le Royal Deluxe venait faire sur le boulevard sa démonstration avec ces espèces de chars et tout, et il a dynamisé un peu la fête qui n'existait pas. Ouais, on a essayé de rendre un peu plus culturelle aussi la fête, peut-être. Oui, il y avait de tout, il y avait des mélanges de musique, il y avait effectivement à l'époque Musique en stock qui avait créé beaucoup de musique sud-américaine, il y avait un mélange de tout. Ce qui était intéressant à Nîmes, c'était ça, c'est qu'il y avait un mélange de festif musical qui n'existait pas autre part. Parce qu'on pouvait trouver du cubain, on pouvait trouver de l'Espagne, on pouvait trouver de l'opéra, on pouvait trouver un peu de la musique française aussi, avec les Claude François de l'époque, etc., qui faisait que c'était un mélange de tout. Oui, alors que là, maintenant, on se restreint un peu trop. Mais on a tiré sur la corde, voilà. Donc c'est du réchauffé. Et puis on reste, voilà, c'est du réchauffé, puis on reste avec des DJ et un peu toujours les mêmes. Des décibels, quoi. Voilà, et puis un peu toujours les mêmes musiques. Aussi. Moi qui suis quand même assez âgé. Donc ça serait une piste, non, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça serait une piste, en fin de compte, là, je vois que beaucoup de gens essaient de réfléchir justement pour redonner un peu de vie à cette feria. Le problème, je vais tout expliquer, Richard. Le problème des gens qui réfléchissent, ils réfléchissent à Nîmes. Moi, l'avantage que j'ai eu dans ma vie, c'est qu'au lieu d'acheter des maisons à Port-Camargue en résidence secondaire, j'ai acheté des billets d'avion. Et j'ai vécu avec la fête toute ma vie. Que ce soit au Venezuela, que ce soit en Équateur, que ce soit en Colombie, que ce soit à Paris, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie. Ce qui m'a permis d'avoir un enrichissement musical très important. Et quand je suis venu à Nîmes, j'ai donné cet enrichissement musical à la Bodega. D'accord. On dansait sur la Traviata quand même à la Bodega. Et donc partant de là, quand tu as des choses qui te sont gravées à l'intérieur, que tu as vécues, puis que tu peux essayer d'arriver à construire quelque chose de nouveau. Comme tu dis... Moi, je sais qu'à Nîmes, il manque quelque chose, je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne le dirai pas. Oh, allez! Non, parce que... Allez. Et non, parce que pourquoi je le donnerais? Je ne vais pas le donner à Fournier, je ne le supporte plus. Excusez-moi, mais vous pouvez garder la phrase, ça ne me dérange pas du tout. D'accord, ok. On ne peut pas être... ami avec tout le monde. Moi, j'étais ami avec Jean Bousquet, même avec Clary, j'aimais beaucoup Clary.
Je n'aimais pas Monsieur Fournier. D'accord. Il me le rend bien, puisqu'effectivement, il ne m'aimait pas non plus. Bon, bah voilà, oui. Donc, c'est coupe court. Donc, alors, pour revenir à la musique, à la musique de Feria, il faudrait donc c'est une piste donc de ramener de la diversité musicale. Exactement, et que moi je sais ce qu'il faudrait. Voilà. Et ça marcherait du tonnerre de Dieu, mais je ne leur dirai pas. Bon alors vous savez ce qu'il reste à faire, vous allez venir le voir. Hein. Ça leur apprendra à écouter aux portes. Ah ouais. Non mais c'est pas faux parce que ça serait en fin de compte même ce qu'a fait Bousquet avec les Jeudis de Nîmes, c'est un peu ça aussi, de la variété musicale. Mais parce que Bousquet a voyagé, il a connu du monde. Quand tu restes à Nîmes toute ta vie, même si tu es un bon bourgeois... C'est ce que j'allais dire, c'est un peu ce que tu reproches, c'est-à-dire que les gens ils bougent pas assez de Nîmes, quoi. Mais exactement. Ils vont pas voir ce qui se passe ailleurs. Si, ils partent au club méditerranéen, mais qu'est-ce que tu vois au club méditerranéen? C'est comme si autour de ta piscine, à part que des mecs te font faire ouais. Non, il faut aller voir là où ça sent bon. Moi, je suis allé au carnaval de Rio. J'adore ta façon d'expliquer les choses. Je suis allé au carnaval de Rio. Je suis allé à des endroits où ça sentait mauvais, il n'y avait que des noirs. Les 4 blancs, c'était le couple d'amis et moi, pour la répétition du carnaval de Rio. Ce qui n'empêche pas que j'ai été dans des endroits superbes, à Copacabana ou à Leblon, etc. Mais il faut fréquenter tout. Oui, bah oui. Quand tu vas à Séville, il ne faut pas être que dans la jet set. Il te faut être également là où il y a tacatan, et qu'il pourrait se casser les mains tellement qu'il tape bien. Ah oui. Il faut connaître le petit peuple, le moyen peuple, le grand peuple. Et tu penses quoi du festival du flamenco là, t'as un peu. C'est bien fait. Ouais. Mais bon, c'est bien pour Nîmes. Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais c'est bien pour Nîmes. Je suis désolé. Il y a tout. On a le maire que l'on mérite, que les Nîmois méritent, et on a le flamenco que l'on mérite. Non, t'es dur là, t'es dur. Et non, je ne suis pas dur. Mais je suis désolé. Le fait de découvrir des choses importantes dans les pays, ça t'ouvre l'esprit. Tu as un enrichissement qui rentre. Mais si tu restes qu'à Nîmes, on te donne à manger oui, quand on n'a pas de point de comparaison, c'est vrai pour ça, pour, et la pour possibilité beaucoup de choses. financière de voyager. Et qu'on préfère acheter de la pierre à Port-Camargue et aller passer les vacances à Port-Camargue tous les étés. Bon, il y en a peut-être qui vont se reconnaître, hein, mais bon, c'est comme Nous, ça, c'est la vie. De toute façon, tu sais, et c'est pas un secret, à Nîmes, tout le monde le sait, je suis un cancer qui va peut-être me faire tomber à gauche. Ah. Non, mais c'est sûr. Attends, le cancer, ça met du temps, mais à un moment donné, tu tombes. Et je n'ai rien à foutre. Voilà. De toute façon, ils ne me feront pas un trou au cul et j'ai pas besoin de me restreindre en parole, même si c'est avec ces gens. Ouais. Bah oui, c'est sûr, il y a un moment donné où... Je n'ai rien à foutre, 77 balais, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai un vécu derrière moi qui fait que je connais beaucoup de choses et que je me permets de dire des choses qui ne me plaisent pas, parce que de toute façon, c'est la vérité. C'est comme quand je dis du mal de Casas, mais je dis du mal de Casas parce que tout ce que je dis, c'est la vérité. Alors on va dire 2 mots, alors il n'y a pas de raison. Non, mais parce que ce type a été odieux avec ma femme, je l'ai en travers depuis 30 ans et je veux sa chute. Ah oui, t'es... voilà. Ah oui. Alors, t'es rancunier. Oui, je crois que je suis un peu... comment on appelle ça? Rancunier, je suis teigneux. Ah, d'accord. Voilà, Casas, si je peux le tuer, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais le tuer du reste avant de mourir. Parce que là, je suis un peu en porte-à-faux avec mon cancer. Faut pas dire ça. Il plaisante là, hein. Non, parce que je le connais un peu, hein. Il plaisante des fois. Hein. Bon, bah écoute, en tout cas, ça a été très sympa de m'accueillir. Voilà, on a fait un petit 4 heures de petite vieille. Voilà. Allez, les petits gâteaux des petites vieilles. Avec, voilà, hein. Et puis le petit chocolat, hein, quand même, qui était très bon. Et ben oui, ça me fait trop plaisir. Tu me traites comme si j'étais une grande personnalité, mais tu en es une également. Ah, mais si. non, attends. Il fallait le faire, les vélos électriques et compagnie, attends. C'est clair. C'est un personnage. Alors, c'est pour ça que j'étais d'accord pour te rencontrer. Ben voilà. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Exactement. Et mais moi, j'ai rencontré une grande montagne, là. Je t'aurais connu 15 ans avant, je suis sûr qu'on aurait fait quelque chose ensemble. Ah bah oui, avec plaisir, Parce en tout cas. Parce que oui, tu étais pas dans les clous, tu es comme moi. Tu n'étais pas dans les clous, tu comprends? C'est ça. Moi, les types qui font 8h, milieu, 2h, 6h, ils ne m'ont jamais intéressé. Les types qui sont jobards comme toi, ça m'intéresse.
Bon allez, je te remercie et puis de tous ces compliments, de m'avoir reçu. Et puis eh ben, je te dis à très bientôt, hein, on va se revoir. Hein. Ouais, pas de problème. Je vous avais prévenu, hein, pour être cash, c'était cash. Hein. Alors là, il n'y avait pas de langue de bois. Hein. Bien sûr, tu peux laisser dans la zone commentaire ton avis. Tu peux aussi faire des propositions par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes de dites. Si tu as des idées aussi sur ce qu'il faudrait faire pour redynamiser cette feria, exprime-toi sur les commentaires de ma chaîne YouTube. Toutes les idées sont bienvenues. Et d'ailleurs, n'oublie pas, il faut t'abonner. Parce que tu sais ce qu'on dit, faut t'abonner à moitié pardonner. À très plus.